Bienvenue tout le monde, bonjour dans cette première émission du coup de La Consul. Aujourd'hui je reçois Oriane, ma chère Oriane, qui va pouvoir se présenter et puis j'espère que cette première émission va vous plaire. Et en plus, tu sais, c'est un peu un honneur parce que du coup c'est toi qui lance. Mais oui, mais c'est ce que je me disais, je suis un peu flattée quand même. Vachement cool. Bah écoute, avec grand plaisir. Donc voilà, une petite introduction, Oriane. Comme tu le sais, moi je suis chercheur en psychologie, donc l'idée aujourd'hui c'est effectivement de voir un peu ton histoire, de comprendre un petit peu qui tu es, de connaître un peu ton parcours, notamment avec les TCA. Et à partir de là, l'objectif c'est d'aider les gens, c'est de sensibiliser les gens, c'est d'essayer de les informer aussi sur cette pathologie qui est très particulière. Donc ce que je te propose simplement pour commencer, c'est de te présenter. Okay, ouais. Très simplement, te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, un petit peu ton parcours de façon générale. Donc tu vas pas tout nous raconter non plus. Non, mais ça va être long. Ouais, ça va être long. Et du coup, voilà, tu te présentes juste rapidement et après, je te proposerai des petites questions pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, je sais pas qui je regarde. Tu me regardes moi, tu regardes la caméra en même temps. Enfin, la caméra, l'écran pour voir à quel point tu es belle, mais après, tu te recourages des fous. Bon, moi c'est Oriane, j'ai 20 ans et alors j'étais de Parthenay, je sais pas si ça te parle. Parthenay, c'est un peu paumé. C'est pas fermé ça? Ils l'ont pas fermé? Ils ont fermé Parthenay. C'est une ville, non, c'est dur à fermer. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est pas. Non, j'aime bien faire cette blague quand c'est des villages paumés. Ah bon? Ah merde, je connais. Le Parthenay, c'est pas genre près de Niort, un truc comme ça? Ouais, entre Niort et Poitiers quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Parthenay et donc avant j'ai fait beaucoup de gym, j'ai fait 13 ans de gym je crois. Ok. Voilà. Carré. J'ai arrêté la gym, je me suis directement mise à la muscu, donc je devais être en première, donc très tôt en fait. Et dès la première, j'ai eu mes meilleurs TCA qui ont commencé. Quelle joie. Quel jour? Quelle joie. Ah oui, quelle joie. Ah bah oui, là. Mais en fait, ça a toujours, je pense que dans mon enfance, il y en a toujours eu un tout petit peu, mais c'était totalement inconscient, tu vois. Je mangeais du pain complet plutôt que du pain blanc, parce que le pain blanc, ça faisait grossir dans mon imaginaire. Enfin, je voulais pas manger, j'en sais rien, les pépites de chocolat dans les boîtes de céréales. Ok. Du coup, je triais. Genre quel âge à peu près tu faisais ça? Je sais pas, même à 9 ans, je pense. Ah ouais? Tu vois, ouais. Ok. Parce qu'avec la gym, on était toutes écorchées. Tu vois. Okay. Et donc, je voulais garder mes abdos. dès 9 ans. Dès 9 ans déjà, ok. Dès 9 ans. Bon, j'ai continué la muscu et puis là, jusque maintenant, je suis toujours dans la muscu. J'ai eu des hauts et des bas en TCA, on va dire, si c'est jamais très haut, les TCA. Et ça commence doucement à aller un petit peu mieux, quoi. Ok, et du coup, pour toi, ça a commencé quand alors exactement? La toute première fois, du moins? La toute première fois, c'était en première, quand j'ai commencé à muscu en fait. Pile quand j'ai commencé à muscu. Ok. Ouais. Donc forcément tu fais un lien directement avec la muscu? Ouais, carrément. Ok. Alors je fais un lien aussi avec ma meilleure amie qui a eu beaucoup de TCA, qui était dans l'anorexie. Ok. Et donc comme je l'admirais beaucoup, on va dire, je me suis aussi remise en question par rapport à ça. Je me suis dit, mais si elle se met dans ces conditions-là, peut-être que aussi je devrais le faire. Intéressant. Après c'est vrai que déjà étant enfant, tu étais déjà dans une espèce de monde dans lequel le corps, il fallait le protéger, il fallait en prendre soin avec la gym, etc. Donc finalement ça a continué et c'est quand tu as commencé la muscu que là... Vraiment je me suis dit, tu sais au début quand on est jeune fille c'est un peu l'objectif d'être la plus fine possible, la plus sculptée. Bon. Même vieille fille, hein, enfin... Oui bien sûr, non mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai commencé dans le but d'être la plus fine possible, mais en même temps j'ai toujours été une très grosse mangeuse, donc c'était le dilemme entre nourriture et... Comment rester fit, mais manger beaucoup quand même. Exactement. Ouais, c'est ça. J'étais pas trop dans le truc de la balance, de me peser, tout ça, mais c'était quand même... Plus j'étais écorchée, mieux c'était. Okay. Puis je l'étais, hein. Ouais, j'imagine. Mais donc ça a commencé les premières fois, les premiers temps. Après, qu'est-ce qui t'a dit finalement que c'était les TCA? Parce que c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que tu sais, la plupart des personnes, dès qu'elles commencent un petit peu à surveiller leur ligne, dès qu'elles commencent un peu à se dire oui mais il faut que j'arrête de manger ça, on a cette espèce de popularisation, de vulgarisation de l'idée selon laquelle en fait je rentre dans les TCA. Ah c'était l'inverse moi justement. C'est-à-dire? Je me disais non moi je suis pas dans les TCA. Ok. Alors ma meilleure amie elle l'est, mais moi pas du tout. C'est intéressant ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est pareil, ça veut dire que quand la personne, tu sais le cerveau il est très particulier dans le sens où il n'entend pas la négation. Si je te dis Oriane maintenant ne pense pas à une pomme jaune,
Pourquoi tu résistes comme ça? Laisse ton cerveau faire. Et en fait, l'idée, si tu veux... J'ai pensé à une pomme rouge pour me forcer à ne pas penser à une pomme jaune. Ouais, vicieuse, quoi. Mais en fait, non, pourquoi je te dis ça? Parce qu'effectivement, l'une des caractéristiques du début des TCA, c'est pas simplement le fait de se refuser de l'être ou des choses comme ça, mais effectivement, l'environnement est extrêmement important. Vraiment, l'environnement, et je l'ai vraiment remarqué sur les centaines de personnes que j'ai accompagnées en TCA, à chaque fois, tu avais une personne qui soit avait dans son entourage quelqu'un qui lui portait une mauvaise éducation de la nutrition. Ah. Tu vois, ça commence souvent de là. Soit c'est le parent, tu sais les fameuses idées selon laquelle, par exemple, quand tu as ton enfant, si un jour peut-être à ton enfant où tu lui dis tant que tu n'as pas fini ton assiette, tu ne sors pas de table. Ah ouais. C'est une énorme erreur. Pourquoi c'est une énorme erreur? Parce qu'en fait, tu vas à l'encontre de sa nature. Pourquoi? Moi, je mange mon assiette. Je n'ai plus faim. Ma satiété, tu peux pas la contrôler. Enfin, je veux dire, les enfants, c'est pas parce qu'il n'a pas fini son assiette que forcément il faut lui dire il faut finir ton assiette. Donc tu crées ce qu'on appelle un apprentissage associatif entre le fait de si tu ne finis pas ton assiette, tu es une mauvaise personne. Tu fais le système du bâton la carotte. L'enfant, tu sais, il assimile. Et ouais, il assimile au fait que maintenant, il faut que je finisse mon assiette même si je n'ai plus faim. Je me force quoi. Voilà. Et pourtant, tu sais, tu ne fais pas ça consciemment. Ça veut dire que toi, à l'âge adulte, si par exemple tu as ton assiette, tu manges, et tu me dis, bah tu vois Anis, moi par exemple, il faut que je finisse mon... J'aime pas laisser les restes. Et je vais te dire, mais ça devient d'où cette idée? Je me dis, je sais pas, j'aime pas laisser les restes quoi. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que dans ton inconscient, dans ta mémoire, il y a plein de choses qui, depuis des années, tes parents t'ont inculqué, sans que tu le saches et sans que tu le veuilles, parce que c'est complètement inconscient, dans lequel effectivement, tu as installé cette idée que finir l'assiette, c'est un bon comportement parce que derrière, j'ai une récompense. Parce que les parents, tu sais, c'est le côté, si tu manges pas tes légumes, pas de dessert. Si tu manges pas tes légumes, pas de télévision. Si tu veux sortir avec tes copains, il faut que tu manges tes épinards. Et donc, on a cette association à la nutrition dès le départ qui est complètement flinguée. Parce qu'elle dépend principalement d'un système de récompense ou un système de punition. Donc déjà, on a une très mauvaise éducation. Ouais. Et toi, pourquoi je te parle de ça? Parce que l'identification à ton ami, je ne veux pas être comme elle, etc., c'est un peu ce côté où implicite, sans que tu te rendes compte, il y a quelqu'un qui t'envoyait des espèces de signaux en te disant, voilà l'image de ce que je suis, et toi, à force de ne pas vouloir être comme ça, qu'est-ce qui se passe généralement si je te dis, tu sais, les pilotes d'avion, quand ils pilotent un avion et qu'on leur dit, par exemple, il faut éviter un arbre. Enfin, pas un arbre, je sais pas, genre une tempête, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit jamais, attention, il faut éviter l'arbre, n'allez pas tout droit, sinon vous allez... En fait, on leur dit jamais ça. On n'oriente jamais la formulation de façon négative. On essaie toujours de leur dire, prenez 44 degrés à bâbord, à droite, à gauche, etc. Parce que si tu leur dis, attention, ne continuez pas tout droit parce qu'il y a une tempête, il y a un temps de réaction qui est beaucoup plus limite. Tu vois, donc ça a été prouvé scientifiquement, comme quoi le cerveau réagit beaucoup plus vite à l'affirmation plutôt qu'à l'interprétation de ce que je ne dois pas faire. Tu vois ? Donc tout ce blabla, juste pour te dire tout simplement que le départ des TCA, il est soit parce qu'effectivement... tu as un accident de vie qui fait que tu as une espèce de mauvais rapport au corps qui commence à se développer au travers de la nutrition, soit l'environnement, notamment au travers des parents, joue déjà un rôle extrêmement important dans le développement des TCA, mais peut-être 20 ans plus tard. Tu vois, donc ça c'est très intéressant effectivement là-dessus. Et donc toi, quand tu as commencé à avoir ces TCA, est-ce que tu peux me dire du coup c'est quoi exactement, quel type de TCA? Parce que voilà, tu le sais je pense maintenant, mais il y a plusieurs formes de TCA bien évidemment. Et puis même dans les TCA eux-mêmes, une personne qui va avoir l'anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique ou des choses comme ça, ne va pas du tout les caractériser de la même façon. Oui, c'est pas les mêmes comportements. Quoi. Exactement, c'est ça. Au tout début, j'ai fait de l'orthorexie un peu. Ok. Et je mangeais très peu. Okay. Mais c'était avant l'hyperphagie, la boulimie. Okay. Vraiment, juste je mangeais 1200 calories. Quoi. Ok, alors c'est quoi que tu appelles l'orthorexie, toi? Alors, ça se trouve une mauvaise définition. Ça dépend, parce que ta définition en toi va être intéressante. Et après, je donnerai la vraie définition, entre guillemets. Alors, je m'étais renseignée avec des influenceuses. Très mauvais renseignements. Très bonne référence scientifique, ok. Pour comprendre à peu près ce dont tout le corps devait avoir besoin pour être fit et en bonne santé. Okay. Et je le suivais à la lettre. Alors, je sais plus exactement, j'ai mon appli que j'ai encore mais que j'utilise plus là, Fitatu. Ah, okay. Non, pas Fitness, mais... Et alors, je calculais le nombre de fibres, de sodium, de trucs, de machins, de minéraux, de fer. Mais inutile. Franchement, c'était dans l'obsession. Un peu dans l'extrême, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Et mes macros, c'était à la lettre. Mais à la lettre. C'est-à-dire que quand ma pomme, elle faisait 105 grammes plutôt que 100, je jetais le 5 grammes de pomme. Enfin, voilà. C'est intéressant, ok. Je cuisinais pas du tout et je mangeais jamais avec les autres.
parce que je pouvais pas savoir exactement s'il y avait pas une petite goutte d'huile qui traînait ou un petit bout de patate, ou voilà. Ah oui, ok. Alors j'ai une technique pour éviter de manger avec les autres, justement. Bah non, quand c'était à la famille, dans la famille par exemple. Ah oui, ok. Et ben je suis devenue végane. Ok. Comme ça. Ouais. Ils vont dire bah du coup tu te fais pas de soucis, mais tu te fais ta nourriture toi-même. Intéressant. Et donc, du coup j'ai un stratagème pour toi. C'est ça. Alors ma meilleure amie était végane, donc je l'ai aussi. Je me suis aussi dit alors en soi pas tellement, parce que du coup je me suis renseignée sur le véganisme. Ouais. J'ai regardé plein de reportages qui étaient très focus vegan quand même, donc un peu subjectif. Ouais. Ça m'a totalement convaincue. J'étais trop hypée par les valeurs, l'éthique. Je suis devenue végane, j'ai prôné ces valeurs-là, mais en fait, au fond de moi, c'est juste que je voulais avoir le contrôle de la nourriture. C'est intéressant. D'ailleurs, je le suis plus parce que j'ai remarqué que j'ai plus besoin, parce qu'en fait, c'était pas mes valeurs, c'était celles de ma meilleure amie, et j'ai plus besoin de tout contrôler, quoi. Donc, j'ai plus cette envie d'être... c'est vraiment intéressant, parce que du coup, ça veut dire que pour toi, le véganisme, c'est ta technique à toi pour prendre le contrôle. Ouais, c'est intéressant, parce que tu sais, dans les TCA, pareil que dans le schéma addictif, la caractéristique principale, c'est la perte de contrôle. Tu sais, c'est ce qui nous caractérise un petit peu. Alors, je pense que... Donc, je disais qu'effectivement, dans les TCA, il y a un cheminement, un peu comme dans les addictions, qui fait qu'effectivement, la perte de contrôle est extrêmement importante. Et donc, pour toi... Effectivement, ta stratégie, c'était le véganisme. Donc ça a super bien marché. C'est vrai, du coup, ça a marché. Ça a marché dans le sens où mes parents, au début, ils comprenaient pas. Ils m'ont dit que j'étais un peu dans l'obsession. Ils m'ont dit non, mais tu sais, à chaque fois, je prenais ma balance pour tout peser. Même des champignons crus. Voilà. Même du lait que je mettais dans mon café, du lait d'amande sans sucre. C'était des trucs ridicules. Et ils m'ont dit non, mais là t'es dans l'obsession. Surtout ma mère qui avait un peu senti que ça allait pas au niveau de... Bon, j'ai totalement ignoré, j'ai dit que c'était mes valeurs véganistes, voilà, et ça a marché parce qu'on m'a pas plus jugé que ça. On m'a dit bon bah c'est tes choix, quand tu feras les courses quand on fera les courses tu viendras avec nous, tu prendras ce que tu veux et puis tu cuisineras pour toi. Alors nous on cuisine pour nous, enfin en vrai ils ont été super ouverts, quoi. C'est cool déjà. Franchement ils ont été comme ça. Puis ils jugeaient un tout petit peu, mais franchement pour une famille dont l'enfant est vegan, il y avait quasi pas de jugement, quoi. Ils goûtaient un peu mes trucs et tout, enfin franchement ça en super vrai ouvert, quoi. Je pense que t'as aidé aussi d'une certaine façon parce que t'as trouvé un stratagème, mais je pense que si ta famille effectivement n'était pas du tout en cohésion avec ça et qu'ils t'auraient complètement mis des barrières, peut-être que finalement ça n'aurait pas marché aussi bien. Donc ça déjà c'est une chance, parce que l'environnement, encore une fois, c'est très clairement un facteur soit aggravant des TCA, très clairement. Alors soit c'est celui qui va faire naître les TCA comme je l'ai expliqué tout à l'heure, soit c'est un facteur qui va aggraver la situation. Et ça, si je prends le cas de certains de mes patients, donc je vais essayer au travers de ton discours à toi, identifier un peu aussi les patients que j'ai eus, parce que effectivement les histoires de vie se ressemblent. Tu vois, les personnes étaient ça, très souvent, c'est vraiment la même chose. Et tu sais, par exemple, l'une des pires patientes que j'ai eues, l'une des plus difficiles que j'ai eues, c'était justement cette personne-là qui avait cette espèce de phobie forcément sociale. En fait, elle a développé une phobie sociale parce qu'elle refusait forcément de manger avec les autres, parce qu'elle ne pouvait pas contrôler ce qu'il y avait dedans, etc., etc. Et le problème, c'est que ça générait chez elle une espèce de paradoxe comportemental. Ça veut dire que, normalement, si par exemple, je me dis, je ne vais pas avec les autres, c'est parce que je ne veux pas être influencé par ce qu'ils vont manger. Parce que moi, je veux bien manger. Sauf que elle se disait la première chose, je ne vais pas avec eux parce que je ne veux pas mal manger, mais quand elle se retrouvait seule, en fait, elle se punissait de ne pas être allée avec eux, et pour se punir, hyperphagie boulimique. Ça veut dire qu'elle mange en très grosse quantité jusqu'à se faire vomir. Pourquoi ? Parce que c'est le côté je me punis de ne pas avoir, entre guillemets, fait le nécessaire. Tu vois ? Et donc, c'est là où tu vois le côté un peu paradoxal, parce que finalement, refuser d'aller vers les autres, c'était pour se protéger, mais d'un autre côté, on se punit quand même nous-mêmes. Donc, les raisonnements des personnes atteintes de TCA ne sont absolument pas duplicables. C'est-à-dire que chaque personne va avoir une façon de penser extrêmement spécifique. C'est pour ça que la tienne est très intéressante, parce que franchement, de toutes celles que j'ai eues, énormément sont devenues végétariennes, effectivement, mais c'est pas dans cette perspective-là de... c'est en apprenant que... Ouais, en fait, non, c'est pas... C'est genre, elles vont dans le véganisme, etc., mais c'est pas en mode, genre, je le fais, comme ça, les gens ne vont pas me poser des questions, ils vont me laisser tranquille, ils vont pas chercher des questions. Non, eux, c'était plus en mode, genre, véganisme égale manger sain.
Ah oui. Tu vois, c'est plus dans cette démarche-là. Ouais. Sauf qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, elles finissent par comprendre que pas du tout. Parce que finalement, manger sain, ça n'a rien à voir avec la quantité, etc. C'est plutôt la qualité déjà du produit et quels sont les produits. Et pour ça, le problème que touche à peu près tout le monde, c'est forcément la connaissance des éléments, la connaissance de la nutrition de façon générale. Qu'est-ce qui est bon pour la santé? Qu'est-ce qui est mauvais pour la santé? Pourquoi le sucre c'est mauvais? Pourquoi ça c'est mauvais? Et ça, malheureusement, c'est ce qui manque aujourd'hui déjà chez les enfants. Tu vois, les enfants, on leur donne pas les informations nécessaires. Donc, c'est normal, entre guillemets, que ça finisse là-dessus. Ouais. Ok, donc une chose importante que tu as dit tout à l'heure, c'était notamment, tu as commencé un petit peu à introduire, justement, ce qui va me permettre de faire la transition, tu as commencé à parler un peu des influenceuses, parce que c'est elles qui t'ont donné justement cette espèce d'idée de partir un peu sur le côté manger sainement, voir un peu ce qu'il y a dans l'assiette, et c'est à partir de là que toi, tu t'es inspiré pour construire un peu ton modèle nutritionnel. Et c'est ça qui, de ce que tu m'as dit, a pu générer effectivement ces pathologies. Carrément. Est-ce que tu peux nous en parler de ça un petit peu? Alors, pas forcément donner le nom des influenceuses, parce que de toute façon, il y en a tellement aujourd'hui. Mais comment est-ce que c'est venu finalement cette idée que elle, je la regarde faire et effectivement, je fais comme elle parce que vu qu'elle a le corps que je veux, donc forcément, pour moi, c'est le modèle, etc. C'est quoi le cheminement que tu as eu sur tout ça? C'était surtout sur YouTube. Ok. Les grandes images il y a 5-6 ans, on va dire. Et tu sais, les titres bien aguicheurs, les 10 aliments que j'ai arrêté de manger. Comment booster ton métabolisme avec ces 10 aliments. Perdre 10 kilos en 2 semaines. Ces aliments qui vous font grossir. Avec le gros aliment genre McDo en face. Ouais, voilà. Okay. Pourquoi j'ai arrêté tous les fast-food, j'en sais rien. Donc voilà, et c'est devenu mon contenu préféré. Tous les jours, je buvais leurs paroles. Et c'était même pas tant pour avoir leur corps, parce que j'étais même pas mal dans mon corps en fait. J'étais bien dans mon corps. Le truc, je ne complexais pas de mon corps. C'est ça qui est curieux. C'est que je voulais absolument garder le corps aussi fin, on va dire. C'est plus dans ce sens-là. Sauf que comme j'adore la nourriture, j'avais trop peur dès que j'arrêtais ce contrôle, de me laisser aller et de reprendre du poids. Ça veut dire que pour toi, l'objectif, c'était pas d'avoir un corps, parce que tu l'avais déjà, mais c'était plutôt de maintenir le corps. C'est ça. Et le maintien était très dur. D'ailleurs, dès que j'ai lâché le contrôle, là, il y a un an ou deux, j'ai repris 15 kilos, quoi. Mais parce que c'est mon poids de santé, quoi. C'est mon poids de forme. C'est intéressant. Mais comme j'étais pas en santé et que je galérais à maintenir le corps, je faisais tout pour réussir à l'être. Donc, je m'affamais, en fait, sans m'en rendre compte. Et oui, c'est vrai que ces influenceuses-là, elles m'ont un peu... mise des œillères quoi, dans la nourriture. J'ai commencé à catégoriser bien les aliments. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, jamais de la vie. L'huile, jamais de la vie. Et même aujourd'hui, j'ai du mal tellement je me suis bornée à me dire que... Voilà, même des aliments qui sont sains, mais qui sont... En fait, j'ai commencé à manger que des légumes. Voilà, tout simple. Que des légumes, le plus de volume alimentaire possible. Et en le plus... des kilos de légumes, mais horrible. J'avais un estomac qui était distordu, je pense, pour de vrai. C'est possible. Et mes lipides, c'était 15 grammes de purée d'amande le soir, quoi. C'est tout. Toute la journée? De toute la journée, hein. Il n'y avait pas un seul lipide en plus. Voilà, mes protéines, si, du coup, c'était dans le tofu, quoi. Mais je l'achetais le Végan, plus... Le moins de lipides et les moins de... Vraiment, je le mangeais nature sec. C'était tellement bon. Même les légumineux, je voulais pas parce qu'il y avait trop de glucides dedans. Tu vois. Pour moi, c'était un peu comme des féculents. Jamais de la vie. Donc voilà. Et le soir, je me faisais un énorme porridge, on va dire. Pour mettre... Donc là, c'est le seul moment où j'avais des glucides, en gros. Enfin, des vrais glucides, pas des glucides de légumes. Et énorme. Et c'était mon repas, en gros. J'avais un repas dans la journée, on va dire. Sinon, j'ai t'étais à combien de calories par jour, du coup? J'étais à 1002 et parfois j'augmentais à 1004. Mais en gros, dans mon porridge, il y avait 1100 calories, quoi. Donc en fait, je mangeais entre 200, 300 calories le midi. Je faisais le jeûne intermittent, tiens. Merci Cécile pour le jeûne intermittent. On va parler du jeûne aussi, effectivement, c'est intéressant. Le jeûne intermittent, c'est terrible. Hein. On va en parler, c'est intéressant parce que le jeûne, effectivement, alors déjà, tu sais, le jeûne, il vient d'une culture bien particulière. Le mot jeûne, effectivement, il a été galvaudé, il a été transformé. Après, maintenant, tu as le jeûne intermittent, tu as le jeûne hydrique, tu as le jeûne, effectivement, sur plusieurs jours. Donc, effectivement, c'est les informations qu'on voit énormément sur les réseaux. Après,
maintenant, qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement ou pas, ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui effectivement comme quoi le jeûne, le vrai jeûne, est extrêmement bon pour la santé. Ouais. Et on parle pas pour les personnes qui souffrent entre guillemets de problèmes alimentaires. On parle de toute pathologie confondue. Tu as énormément d'études qui ont montré qu'effectivement, le jeûne permet de régénérer les cellules beaucoup mieux que ça, pour la peau, pour le foie, pour l'estomac, pour les intestins. C'est extrêmement bon. Voilà, exactement. Aujourd'hui, tu as des gastro-entérologues qui prescrivent des jeûnes à leurs patients, au lieu de prescrire des médicaments, etc. Donc effectivement, ça c'est intéressant. Et ce qui est génial, enfin, je veux dire, souvent je le fais encore, mais plus du tout pour les mêmes raisons. Ah oui. En fait, le jeûne pour moi, je m'en foutais de tout ce qui était derrière, de tous les bénéfices. Le seul truc qui comptait, c'était que je repoussais mon premier repas le plus tard possible. Quand je tenais jusqu'à 13h, c'était bien, mais 14h, c'était encore mieux, et on va attendre 14h30. Après, je prenais 1 kilo de courgettes et 2 tofu, et je devais réattendre jusqu'au soir, jusqu'à 20h, pour manger tout mon gros porridge. Je me couchais le ventre énorme parce que ça me tirait dessus. Enfin, et ça, c'est un enseignement que tu as appris par exemple des influenceuses. Ouais, donc, carrément. De Sissi, par exemple, effectivement. Parce que je sais pas forcément cette. Alors, le jeûne, oui, c'est ça. Ouais, ok. Après, elle était végane aussi. Ok. Donc, je me suis dit, ah tiens, végane. Voilà, le tofu, le truc, machin, ce que j'aime beaucoup encore, le seitan, ça, j'adore. Mais j'ai goûté, c'est pas dégueu en vrai, c'est vraiment pas dégueu. Ouais, franchement. Après, il faut bien le cuisiner. Voilà, c'est ça, effectivement. Parce que tu mets juste une petite sauce. Quand tu fais une marinade, c'est très bon. Mais quand dans ta marinade, tu veux pas d'huile, tu veux pas de trucs, tu veux pas de. Enfin, en fait, la marinade, elle est à l'eau, quoi, super. Et du jus de citron. Ouais, c'est clair. Ouais, donc voilà. Et puis je me disais, le soir, faut que je mange bien parce que sinon la nuit je dors pas. En fait, j'avais cette obsession de je n'arrive pas à dormir si j'ai le ventre vide, parce que je ne pense qu'à la nourriture. Et la nuit, je ne pouvais pas m'endormir, mais je rêvais de descendre au frigo pour manger les restes de gratin dauphinois. Enfin, ça n'avait aucun sens. Donc je me disais, je me blinde le ventre à fond, comme ça limite j'ai mal au ventre et je peux plus rien avaler, comme ça je dors, et le lendemain matin rebelote pour le challenge. C'est très intéressant, ouais. En plus, ce que tu décris là, tu sais, ça porte un nom, cette espèce de compulsion qu'on a dans le cerveau, à savoir que tant que je le fais pas, je suis pas bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le craving. Le craving, en fait, c'est extrêmement connu, notamment chez les addicts. Le craving, c'est par exemple, tu es fumeuse aujourd'hui, et là, tu sais que dans 10 minutes, c'est la pause. Et dans ton cerveau, il va y avoir une pensée qui va commencer à naître, qui va tourner en rond. Oriane, il faut que tu fumes. Et tant que tu ne fumes pas, t'es pas bien. Tant que tu ne manges pas, t'es pas bien. Tant que tu ne déglingues pas ton ventre, t'es pas bien. Et ça tourne en rond. Et ce craving-là, c'est une boucle qui est extrêmement automatique. C'est-à-dire que c'est pas toi qui la contrôle. Tu ne peux pas agir dessus. Et donc, l'idée, effectivement, aujourd'hui, quand on essaie d'aider quelqu'un qui souffre d'addiction, en fait, on essaie de lui redonner le contrôle sur cette compulsion. Tu vois ? Et donc, les personnes qui, effectivement, dans ta situation par rapport à la nourriture, effectivement, c'est d'autant plus fort parce que la nourriture, tu sais, elle fait partie des plaisirs naturels de la vie. Bah oui, c'est le réconfort qui est super rapide. Exactement. Et sachant que aujourd'hui, on a pour moi l'énorme erreur qu'on fait aujourd'hui dans le domaine de la nutrition et des coachs sportifs, c'est d'aller dans le côté où, pour prendre soin de son corps, il faut enlever le plaisir. C'est extrêmement contradictoire et contre-naturel. Pourquoi ? Parce que le corps, aujourd'hui, tu as des plaisirs. Tu sais, l'humain, dans notre cerveau, dans notre fonctionnement, on a des plaisirs qui sont extrêmement essentiels pour notre survie. Si tu ne manges pas, tu meurs. Si tu ne bois pas, tu meurs. Si tu n'as pas d'affection, tu meurs. Enfin, tu meurs pas, mais on va dire tu détruis un peu le côté développement émotionnel de ton cerveau, donc ça te rend un peu taré. Et ce qui fait qu'en gros, ça, c'est les plaisirs naturels. C'est les plaisirs, c'est les besoins vitaux. Maintenant, tu as les autres plaisirs qui, lorsque ton cerveau n'est pas satisfait de ça, il va rechercher encore plus de dopamine. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur responsable justement de la récompense et de la motivation dans notre cerveau, le côté plaisir. Quand la personne, par exemple, est stable dans sa vie, ça veut dire qu'elle a le plaisir au travers de la nourriture, au travers de la santé, de l'affection, elle a absolument tout ce qu'il faut, elle a le sport aussi qui lui procure son quota de dopamine journalier. Son cerveau ne va pas chercher à produire plus, du moins à chercher plus. Mais quand tu commences à développer cette espèce de « j'ai testé quelque chose qui m'a procuré du plaisir » et toi, c'était le fait de, par exemple, te priver de manger. Tu sais, ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que quand tu demandes à quelqu'un qui, notamment les anorexiques ou les boulimiques, quand tu leur dis c'est quoi qui te fait du bien, c'est pas par exemple le fait de manger sainement, c'est plutôt le plaisir associé au fait de me dire, par exemple, en fait, quand je fais ça, je sais que derrière, en fait, je vais être tranquille.
Genre, je vais pas me culpabiliser, je vais être sereine. Ça, c'est leur plaisir à eux. Par exemple, quand tu prends une boulémique, donc la personne qui va se faire vomir par exemple, après un repas, le moment où elle développe dans son cerveau le plus de dopamine, tu sais à quel moment c'est? Quand elle s'est fait vomir. Mais c'est pas quand elle se fait vomir, parce que l'acte en soi, il est très douloureux, il est très compliqué. Je veux dire. En fait, c'est même pas quand c'est fait, c'est avant que ça soit fait. C'est quand elle se dit, je sais que quand je vomirai, je retrouverai mon ventre vide. Ouais, et ça. Donc je vais vomir, et c'est ça qui est très intéressant, c'est comme l'addiction. Le tabac, par exemple, la personne, quand on a fait des études, donc là, il y a énormément d'études qui ont été faites dessus, on a compris que, par exemple, dans le cerveau, quand on mesure le niveau de dopamine de la personne, on essaye de voir finalement à quel moment est-ce que tu kiffes le plus. Est-ce que c'est quand tu fumes? Est-ce que c'est quand tu jettes ta cigarette? Est-ce que c'est avant? Etc., etc. Et ce qu'on a compris, c'est que la cigarette n'a rien à voir avec la dopamine. Ça veut dire que c'est la pensée anticipative, ça veut dire que toi tu te dis, bah tu vois à Nice, je sais que par exemple j'ai un gâteau au chocolat dans mon frigo. Dans ton cerveau, boum, il y a la dopamine qui monte. Tu vois, la dopamine elle augmente énormément. Tu arrives dans ton frigo, tu ouvres ton frigo, tu manges ton gâteau, ta dopamine elle commence à descendre. Bah ouais, carrément. Donc c'est pas le moment où tu eu le plaisir, ça redescend en fait. Donc finalement, le plaisir qu'on recherche tous, que ça soit au travers de la nutrition, au travers de l'addiction à la cigarette et tout, c'est pas l'objet. Donc c'est pas la nourriture que tu mangeais qui te faisait du bien. C'est plus l'anticipation d'une pensée, d'une récompense qui fait ça. C'est pour ça que quand on éduque quelqu'un dans les TCA, quand on fait de la psychoéducation, ça veut dire qu'on essaie de lui expliquer comment fonctionne son cerveau et son corps, on lui dit mais en fait ce que vous faisiez, c'est que vous avez essayé d'alimenter un bouton que tu avais dans ton cerveau qui te procure du plaisir. Et toi, Oriane, le bouton que tu avais pour avoir du plaisir, ben c'était justement de te priver. C'était le fait de manger comme ça, c'était le fait d'avoir cette espèce de façon de penser sur ce qui va te faire du bien. Et donc on doit te changer ça pour te faire comprendre que si jamais dans ta vie en général, tu as ton quota de plaisir par jour, ben en fait ton cerveau il ne va pas t'envoyer forcément là-dessus. Mais pour ça, comment est-ce qu'on fait concrètement? C'est que dans les thérapies aujourd'hui, par exemple on a les thérapies comportementales et l'hypnose, dans lesquelles en fait on va essayer d'agir sur cette espèce de boucle de plaisir, ce circuit de la récompense, et justement dire à ton cerveau que quand Oriane elle a cette envie qui lui vient, ben en fait nous on va faire en sorte que cette envie elle ne vienne pas toute seule. Elles ne viennent pas automatiquement et que Oriane puisse la contrôler. Ça veut dire que là, maintenant, on est en train de discuter. Tu vas avoir une envie qui te vient, j'ai envie de manger plein de chocolat, plein de cochonneries et compagnie. Cette envie, elle est inconsciente. C'est pas toi qui décides de l'avoir. C'est comme tu décides pas comment tu respires, tu décides pas de ton rythme cardiaque. C'est vraiment complètement autonome. Mais moi, je vais te donner le contrôle pour que tu puisses dire à cette pensée quand elle te vient, en fait, non, j'ai pas envie. Tu vois? Par exemple, si tu prends un fumeur, tu lui dis, vous fumez combien de cigarettes par jour? Il va te dire, bah, je suis à 10 cigarettes par jour. La question que je lui pose, c'est pourquoi pas 11 cigarettes? Il va te dire, bah, au bout de la 10e, ouais, je sais pas, j'ai plus envie. Donc, non, je la dégage facilement. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, à la 10e, vous arrivez à la dégager? Il te dit, bah, en fait, à la 10e, ouais, c'est vrai que, bah, je sais pas, j'ai une espèce de force en moi qui me dit, bah, en fait, non, c'est bon. Je peux m'en passer, j'ai pas besoin de plus. Et donc, j'ai cette technique, cette méthode, j'ai pas besoin de plus, et bien nous, on va la faire émerger pour la transformer en une espèce de traitement qu'il va garder avec lui pour l'utiliser dans ses autres trucs d'addiction. Tu vois? Donc, si tu veux, c'est dans la tête de quelqu'un qui est addict, il a la compétence pour arrêter quelque chose, mais il faut la faire émerger, cette chose-là. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de voir comment toi, tu fonctionnes quand tu as des envies, pour te dire que, en fait, toi, ton envie, elle vient comme ça, elle fonctionne comme ça, donc voilà ce qu'il faut changer pour te permettre de reprendre le contrôle. Parce que le contrôle, c'est clairement la base de toutes les pathologies qui aient un lien avec l'addiction, tout simplement. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que le contrôle, c'est une partie de notre cerveau qui gère ça, qui est le contrôle inhibiteur, extrêmement compliqué. Pour te donner un exemple de comment tu peux comprendre ça très facilement, imagine par exemple, on est au supermarché. On est ensemble, on est au supermarché, et là il y a quelqu'un qui va nous dépasser au niveau de la file. On fait la file à la caisse, et là tu as quelqu'un qui va nous dépasser. Toi, tu vas réagir en disant non, mais c'est pas grave, laisse-le, on a le temps, de toute façon, voilà, c'est pas très problématique. Moi, je le vois dépasser, je vais lui courir derrière et je vais le frapper. Tu vois? Derrière nous, il y a un mec, il le voit passer. Quand il le voit passer, il va le voir et il l'égorge. Je sais pas, il y a un truc de gore. Qu'est-ce qui va différencier ces trois personnes-là? Toi, moi et l'autre personne. Le contrôle? Exactement. C'est ça en fait. C'est qu'on a tous les trois le même fonctionnement, le même cerveau, etc. Mais on va avoir, entre guillemets, le contrôle, il faut le voir comme un muscle. Plus tu le muscles, plus il est fort.
Donc c'est pour ça que quand on fait des thérapies, en fait, on muscle le contrôle. Par exemple, je te fais vivre au travers de l'imaginaire. Donc tu sais, l'imaginaire pour le cerveau, c'est la même chose que la réalité. Il a du mal à Il fait pas la distinction. Absolument, voilà. On a plein d'études qui ont montré qu'on fait pas de distinction. Donc dans l'exercice que je vais te faire en imagination, je vais te donner des exercices qui vont muscler ton truc, qui vont muscler ton contrôle. Et donc à force de le muscler, quand arrive le moment où tu sors de la séance, tu vas commencer dans ta vie et tout, arrive le moment où tu as la pensée qui te vient naturelle, que tu ne contrôles pas, et ton muscle à toi, il peut gérer. Et là, il peut réagir plus rapidement, tu vois. Alors que toi, ton muscle, il est tout petit. Tu vois, quand la personne, elle souffre d'addiction, c'est qu'en fait, son contrôle, il n'existe plus. Il est complètement disparu. Parce qu'il sait que si jamais je réponds favorablement à ma compulsion, je ressens du plaisir. Parce que dans ma mémoire, je sais que toutes les fois où j'ai fumé, où je me suis privé de manger, où j'ai vomi, juste derrière, j'étais bien. Et donc, il faut que je refasse la même chose. Et donc, tu crées une boucle automatique que nous, justement, on cherche à briser pour redonner le contrôle à la personne. Ok. Donc tout ça pour dire qu'effectivement aujourd'hui, la façon dont tu décris effectivement tes symptômes, c'est très intéressant parce que comme je t'ai dit, c'est très subjectif bien évidemment et chaque patient va parler un peu de son TCA de façon très différente. Donc toi, tu nous as dit qu'au début, effectivement, tu étais plus dans la privation. Et après, carrément. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Comment c'était après? Donc privation, mais en même temps, ça a évolué vers l'hyperphagie en fait. Ok. On va dire. Parce que j'avais trop faim, j'étais en mode famine, je pense. Alors comment tu peux nous décrire, par exemple, entre guillemets, une réaction hyperphagique traditionnelle sur c'est quoi la pensée qui te vient et c'est quoi le comportement que tu vas avoir juste derrière? Ok, il est midi, j'ai très faim. Et je commence à me faire un repas. Donc ça veut dire que là, t'as pas encore mangé le matin ou t'as déjà mangé? Disons, j'ai pas encore mangé le matin. Je suis toute seule dans la cuisine, je me fais un repas. Et je vois qu'il y a plein de choses que les parents ont achetées pour les autres enfants, que moi je touche pas, je suis végane. Du coup, c'est génial, parce qu'il y a du lait, il y a du beurre. Donc moi, je touche pas, je peux pas y toucher. Et puis, je coupe mes carottes, là, et ça, il y a quand même cette envie. Je me dis, juste à grignoter comme ça. Bon, j'arrive à contrôler le truc. Je mange mon repas qui est très copieux en termes de volume, mais il est vide en fait. Il y a 250 calories. Quoi. À la fin, je me dis, bon allez, un tout petit dessert. Un fromage blanc. Bon, un fromage blanc vegan, ça va. Et puis, je vais mettre un peu de granola dedans, mais bon, juste un peu de granola, ça va. Il y a quoi? Il y a 15 grammes. Voilà, je pèse 15 grammes, j'en pioche un peu à côté, puis un peu plus, et puis merde quoi, on va prendre un peu de chocolat aussi tant qu'à faire. Et puis il y avait plein de trucs aussi dans le frigo. Il y avait un gratin. Bon, il est pas vegan, mais c'est pas grave. Il a l'air bon quand même le gratin. Puis là, il y a personne qui me voit et tout. Et à la fin, je défonce tout. Tout. Vegan, pas vegan, viande, pas viande. Tout ce qui passe par. Tout ce qui passe. Alors que après, de 1, on se sent mal. Forcément la culpabilité de l'hyperphagie, mais de 2, d'avoir brisé mes valeurs, parce que j'ai perdu le contrôle, j'ai mangé de la viande alors que il y a 2 minutes je disais à mes parents, mais vous vous rendez pas compte de manger des animaux, nous on a un chat, c'est pareil. Ouais, c'est fou. Hein. Et donc il y a une double punition, on va dire. C'est intéressant, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, là en plus tu perds, tu vois, cette idée de contrôle, là on la sent bien. Ah bah oui, carrément. Sur le moment, effectivement, et puis même c'est exactement ce qui revient à chaque fois dans le discours des personnes, c'est toujours ce côté où je ne sais pas dire stop. Quand je commence, quand la crise commence, on peut plus arrêter. Mais de tout et de n'importe quoi. Même des trucs qu'on trouve pas très bons, c'est exactement. Pas très, ça remplit. C'est là où j'allais en revenir. Moi, j'avais des personnes qui, par exemple, elles mangeaient. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'avais qui mangeaient une plaquette de beurre à la cuillère. Ah ouais, plaquette de beurre à la cuillère. J'avais quelqu'un qui mangeait des glaçons aussi. Il mangeait des glaçons. Il allait dans son congèle, il prenait des glaçons. J'avais des personnes qui mangeaient des pâtes crues. Il ouvre le sachet, il mange les pâtes crues comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Alors les boîtes de Nutella, bien sûr, ça c'est les trucs genre Nutella, pâte à tartiner, brioche, c'est les trucs ça va trop vite. Ah ouais, brioche aussi, c'est moelleux, ça rentre trop vite. C'est ça. Exactement. Et comme ça cale pas du tout, et en plus on oublie totalement nos signaux de satiété. Enfin, exactement. Les hormones de la satiété, mais et ce qui est intéressant, elles ont été détraquées quoi. Et en plus, je sais pas si toi, par exemple, qu'est-ce qui te donnait le signal pour arrêter ta crise? À quel moment est-ce que tu te dis stop? La migraine. Okay. Quand ça devenait beaucoup trop, et en fait j'étais en PLS de mal de ventre, j'avais l'impression qu'il y a mon estomac il allait craquer quoi, horrible, et je me sentais vraiment pas bien dans mon pantalon, j'avais besoin de, horrible, et
et ouais, ça me donnait la grosse migraine, un énorme pic comme ça. Système d'alerte. Ton corps envoie une alerte à ton corps. À un moment donné, effectivement, il y a danger. Il y a danger. Et ça, tu vois, la migraine, c'est pas tout le monde qui va avoir la migraine. Chacun va avoir une espèce de signal particulier. Il y en a qui vont avoir des vertiges, il y en a qui vont avoir la migraine. Bon, forcément, c'est rattaché aussi à ton nerf vague. Ça veut dire qu'à un moment donné, ton cerveau est pas très bien oxygéné parce que ton cerveau, enfin ton estomac, il prend toute l'énergie du corps pour digérer, etc. Et par exemple, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand on démarre une crise d'hyperphagie, alors qu'on soit boulimique ou pas, donc pour expliquer juste l'hyperphagie, c'est effectivement le fait de manger en très grosse quantité sur un moment T sans forcément de limite. L'hyperphagie boulimique, ça veut dire qu'on va manger en très grosse quantité et juste derrière on se fait vomir ce qu'on a mangé. Donc ça c'est les deux possibilités. Un conseil peut-être ce serait ok, bah viens pour tous les repas, je les fais avec toi. C'est compliqué à mettre en place, tu vois. Alors mais ça veut dire imaginons c'est la fille, donc le copain doit manger la même chose que la fille, tu veux dire? Ouais. Ok. Dans le sens où par exemple, si mon copain m'avait dit... Alors, j'aurais mis super longtemps à l'accepter, hein, mais je sais qu'au fond, ça m'aurait aidé parce que de manger des portions plus petites, mais avec plus de... Par exemple, je sais pas, un midi, manger un peu de pâtes avec un peu de courgettes plutôt que de manger que des courgettes, tu vois. Okay. Ça m'aurait aidé que le soir, ils me disent viens, pour une fois, tu fais pas ton porridge, on se fait un plat nous-mêmes, on se fait un gratin, on en prend chacun. Mais au début, je sais que j'aurais absolument pas accepté, j'aurais compté combien il y a de pommes de terre dans le gratin et surtout pas de fromage. C'est pas grave. Justement, comment faire alors dans ce cas-là? Parce que c'est ça, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les conseils que tu donnes sont très très bons, hein, dans le sens où, par exemple, partager les trucs à deux, c'est-à-dire effectivement partager le même repas, mais comme tu le sais, selon l'état dans lequel va être la personne, bah forcément il y en a qui vont refuser ça. Mais attends, mais je sais pas ce que tu as mis dedans, combien tu as mis de ça? Mais le faire ensemble, tu sais. Le faire ensemble depuis le départ, c'est-à-dire que nous on faisait ça de temps en temps et c'est vrai que ça m'avait vraiment aidé à manger de nouvelles choses que j'avais pas mangé depuis longtemps, mais tout en voyant bien exactement ce qu'il y a et de me dire en fait ça va, il y a pas tant de calories que ça, quoi. Je suis pas en train de... Ouais, ça te rassurait. Un gratin, on mettait des légumes dedans, on mettait de la crème, et de la crème 4% de matière grasse. On mettait de la sauce tomate, mais pas de la sauce tomate achetée parce qu'il y a de l'huile, mais de la sauce tomate faite soi-même avec juste des tomates. On faisait le truc bien. Super. Mais puis ça vous rapproche en tant que couple. Oui, voilà. C'est cool aussi, c'est un bon moment à passer ensemble. Carrément. Et puis on cuisinait ça. Et puis en fait, comme je sais exactement ce qu'il y a dedans, si je suis encore un peu dans cette phase, je peux quand même calculer tout ce qu'il y a dedans. Je me dis voilà, je fais ma recette sur mon appli, je divise par 2, j'ai tant de calories. Donc t'as ton petit contrôle, mais même mais c'est quand même un petit côté plaisir. Un gros pas en avant parce que c'était inenvisageable que j'ai pas mon porridge le soir avant. Si j'avais pas mon énorme bol qui pesait 2 tonnes, là c'était impossible. Donc ça m'avait vraiment aidé. Ou que lui-même fasse des plats, par exemple, en mode tu viens, on mange. Il fasse des plats lui-même, peut-être dans un stade un peu plus... Sans te dire, tu veux dire, sans te prévenir, t'informer ce qu'il y a dedans. Voilà, mais comme il me connaît très bien, il sait exactement les aliments que je ne veux pas, les aliments que... Et qui m'a dit, regarde, je t'ai calculé sur une feuille, tout ce que j'ai mis dedans en proportion, truc machin. Donc ça m'aide un peu à lâcher le pied en mode, c'est pas moi qui ai fait la nourriture, je mange quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est waouh. Et pourtant, j'ai quand même ce contrôle-là. Et puis franchement, je me souviens que ça m'avait vraiment... Donc la deuxième idée là, elle est intéressante. Est-ce que si aujourd'hui par exemple tu vas beaucoup mieux, tu arrives à mieux gérer, j'imagine, tu nous diras un petit peu, mais est-ce que avoir quelqu'un à côté de toi qui fait la deuxième chose, le deuxième conseil que tu as dit par rapport au fait de tout calculer et de te décharger un peu de ce truc-là, toi tu dis effectivement que ça t'aide. Aujourd'hui avec le recul, est-ce que tu pourrais penser qu'effectivement finalement en fait tu déplaces ta dépendance entre guillemets vers autre chose, mais finalement le problème il est toujours là. Peut-être, ça veut dire que toi il y a ce côté où en fait toi tu ne calcules pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui le fait à ta place. C'est vrai, mais donc, déjà j'aurais jamais laissé faire à ma place avant, tu vois. Donc t'as laissé quand même confiance, c'est un mieux, c'est une amélioration quand même, mais effectivement ce genre de truc là, effectivement le fait de déléguer la tâche, alors c'est très rare où ça arrive. Franchement, c'est rarement où j'ai eu quelqu'un qui a accepté de faire ça, parce que justement il sent dans le côté non, je veux personne touche à ma nourriture, parce que je veux être certaine que c'est moi qui fais ça, je veux être certaine des ingrédients, donc arriver à un tel niveau de confiance, déjà c'est énorme. Franchement, donc ça veut dire que votre relation était vraiment super, donc ça c'est super. Clairement c'est vraiment super. Mais effectivement ce genre de conseil là,
il va s'appliquer en fait avec des personnes, tu sais, qui ont une communication mais ultra bienveillante. Tu vois, et c'est là le conseil où moi je bifurque un peu sur ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, vraiment la meilleure technique, c'est la communication. Et quand je dis communication, c'est pas le truc populaire que tout le monde dit, il faut parler. Non, c'est clairement, il faut poser les choses. Aujourd'hui, alors bien sûr, toi, tu m'as dit qu'il était là dès le départ. Ouais. C'est plus facile, parce qu'entre guillemets, il te connaît, etc. Quelqu'un qui débarque dans ta vie, si on pense à ton deuxième copain, du jour au lendemain, il sait pas d'où tu sors et tu lui dis, en fait, je suis comme ça. C'est un choc pour lui. Surtout que lui, il connaissait pas du tout les troubles du comportement alimentaire. Voilà, il dit, tu poses un mot sur je culpabilise d'avoir mangé tout le chocolat. Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est le genre de pensée effectivement vulgarisée, qui sont difficiles pour les personnes à recevoir, parce que voilà, on a l'impression qu'on dénigre un peu nos ressentis, donc c'est pas forcément évident. Mais quand quelqu'un arrive dans ta vie et que tu as déjà des TCA, effectivement, pour moi, le conseil qu'on pourrait vraiment donner, c'est ce côté où il faut vraiment poser les choses. Alors bien sûr, il faut... Enfin, tu fais pas ça avec quelqu'un que tu vas voir une seule nuit et puis c'est tout. Oui, là, on parle d'une vraie relation solide et tout. Ouais. Tu lui dis vraiment les choses, tu lui poses les choses. Voilà comment je fonctionne. Voilà les choses à ne pas faire. Exactement ce qui s'est passé avec mon copain actuel. C'était vraiment... vraiment les 2 premières semaines, j'en avais parlé, quoi. Okay. Il savait. Alors pas sur la boulimie. Ça, il l'a découvert plus tard, parce que c'était toujours le gros tabou. Bien sûr. Carrément. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose de pas net avec la nourriture. Et en fait, à force de le rabâcher, il s'est dit, ok, bon, c'est un vrai problème. C'est pas juste que elle a mangé tout un paquet de céréales avant-hier et que non, c'est qu'il y a un vrai souci. Et en fait, de lui-même, il s'est renseigné à fond. Super. Et en fait, maintenant, on a le même niveau de connaissance là-dessus, quoi. Parce qu'il s'est tellement renseigné que... Génial. Et donc, il était là pour m'aider aussi. Super. En vrai, franchement, avec mes relations, j'ai eu beaucoup de chance dans les TCA. Ça, c'est clair. J'ai pas eu une seule incompréhension, un seul jugement. Après, peut-être aussi que tu as fait le nécessaire, à savoir qu'effectivement, tu vois, le fait que tu as été transparente, ça aide aussi, parce que souvent, ce qui pose problème, c'est mais en fait, je ne comprends pas, tu ne me dis rien, je vois juste qu'il faut pas te dire que tu es grosse, il faut pas te dire que tu as maigri, il faut pas te dire que tu as trop mangé, il faut pas te dire que tu n'as pas assez mangé. Oui, et au final, je sais pas pourquoi tu vois, donc effectivement, le fait d'être transparent, clairement ça aide. Donc ça, c'est un super conseil. Qu'est-ce que tu pourrais donner? Est-ce que tu as un autre conseil qui te vient en tête là, par exemple, que les copains pourraient utiliser comme... mais tu sais, les vrais conseils pratico-pratiques, tu sais, dans la vraie vie, genre par exemple, quand tu fais le repas, voilà ce que tu pourrais dire à ta copine, si jamais tu fais telle chose, voilà ce que tu pourrais faire. Enfin, est-ce que tu as un autre conseil qui te vient comme ça en tête? Peut-être aussi juste apprendre un petit peu à pas faire les remarques. Après, c'est pas forcément avec pas forcément avec le copain, mais la famille, les repas de famille, les amis. Il y a des remarques, en fait, ça paraît comme rien, et nous, ça nous reste en tête. C'est clair. Donc, très important, effectivement, très important d'éviter les remarques, mais encore une fois, le problème de ça, je pense notamment à des... tu sais, quand tu fais des sorties avec des amis, des soirées, les gens ne savent pas. Donc s'ils te voient, s'ils te voient à côté du buffet, que tu n'arrêtes pas de resservir et tout, forcément ils vont te faire des petites remarques pour te taquiner, en soi c'est pas méchant, etc. Sauf que, qu'est-ce qui se passe effectivement si jamais toi tu reçois la remarque, pour toi ça résonne comme une espèce de chose un petit peu... Ah, je pensais que j'avais réussi à faire... Et je vois qu'on me regarde que moi depuis tout à l'heure. Je te jure, les gens ils vont se dire il est tout seul à parler ce guignol. Oui, c'est sûr. Donc oui, effectivement, les remarques, quand tu es dans un environnement social et que tu reçois des genres de remarques qui sont banales pour tout le monde, ça va, Oriane, elles sont bonnes les chips, c'est léger, ça veut rien dire. Alors, tu l'aimes bien le paquet. Exactement. Et ça fait mal, effectivement. Oui, pour ça, effectivement, pour la patiente, c'est difficile parce qu'on peut pas lui dire oui, mais attendez, mettez un filtre pour ne pas être blessé parce que c'est comme ça, on peut pas le gérer. Par contre, on peut gérer l'environnement une fois qu'il est au courant, bien sûr. C'est ça, dans tous les cas, faut communiquer. Exactement, c'est exactement ça. Même avec la famille, il y a des propos qui n'ont pas lieu d'être et en fait, eux, ils s'en rendent pas compte parce que c'est ce qu'ils font depuis toute leur vie, il n'y a jamais de soucis. Donc, montrer, juste leur dire ce genre de réflexion, j'ai l'impression qu'après ça me fait retourner un peu dans la période où je voulais rien manger. Tu te souviens, bien sûr. Il fait alors moi j'ai un autre conseil, tu me dis ce que tu en penses, c'est le fait de dire à la personne, donc à ma copine par exemple, de l'autoriser à faire même ses crises avec moi. Ça, si tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, tu sais, quand tu décrivais un peu ton truc tout à l'heure, c'était en mode, je sais que mon samedi, j'ai mon moment à moi où je fais ça, j'ai ma routine. Tu vois, j'ai ma routine pour avoir mon plaisir. Ouais. Moi, ce que je dis généralement à mes patientes, c'est que si vous dites à votre copain
que vous l'autorisez à être là pendant la crise, en fait, c'est vous autoriser le cerveau de la patiente à accepter. En fait, c'est comme si tu changes un peu les trucs, tu changes un peu les mécanismes dans le cerveau pour dissocier le fait que c'est mon moment à moi, c'est mon plaisir à moi, je suis toute seule, etc., etc. Et le fait d'accepter que le copain soit là, ben déjà, c'est le fait de se dire que si jamais il y a un danger, parce qu'il faut toujours penser à la mort, il faut penser aux dangers vitaux, parce que tu peux faire une crise cardiaque en vomissant ou des choses comme ça. Et donc, tu sais que la crise, c'est un moment qui est particulier. Le fait d'intégrer ton copain dedans, c'est de changer tes habitudes au niveau du cerveau, lui dire qu'effectivement à partir de maintenant je ne suis pas seul, ça veut dire que c'est pas forcément un moment de plaisir, c'est une tâche que je dois faire pour me sentir vite, pour me sentir bien, mais voilà, il faut que je le fasse d'une façon correcte. De deux, en cas de danger, avoir toujours quelqu'un effectivement qui puisse agir, et et surtout en trois, et c'est exactement ce que tu décris depuis tout à l'heure, c'est le fait que en fait je savais que quand j'étais avec mon copain, mes parents, il fallait que j'attende, et j'avais cette compulsion qui traînait jusqu'au moment où je suis, et là j'explose. Ouais. Si tu évites le moment, si tu veux, le moment où tu as compulsion, si tu lui accordes moins de temps de rétention, forcément elle sera moins importante. Surtout que s'il y a le copain, t'as envie de faire ça vite fait. Et puis... Exactement, c'est ça. Mais c'est pas évident. Ça dépend à quel point tu as honte de la chose. C'est ça. C'est pour ça que c'est très difficile. Déjà, de base, aujourd'hui, quelqu'un qui est malade, qui vomit, déjà comme ça, on n'ose pas. Tu vois, on n'ose pas nous entendre en train de vomir et tout. Oui, alors que c'est le truc le plus naturel qui soit quand tu es malade, c'est comme ça. Donc imagine encore plus dans un couple avec l'aspect séduction, le machin, le truc, c'est très compliqué. C'est pour ça que ça fonctionne avec des couples qui vont être très solides parce que dès le départ, ils ont cette communication très transparente, très ouverte, très bienveillante. Donc effectivement, c'est un conseil qui peut s'appliquer une fois que vous acceptez que votre copine ou que votre copain souffre de TCA, que vous savez qu'il souffre de ce genre de TCA-là, de boulimie notamment, où il se fait vomir, où elle se fait vomir. Essayez vraiment de l'encourager justement à partager justement, tu vois, essayez de partager cette information en lui disant que même quand tu fais des crises, voilà, ça me dérange absolument pas d'être avec toi, ça me dérange pas d'être à côté, etc. Si tu as besoin, voilà, sens-toi comme si j'étais pas là. Si je peux t'aider, si je peux t'écouter, ça peut faire la différence. Mais la personne qui a des TCA, en tout cas de mon côté, je sais que j'aurais pas fait quoi. J'aurais attendu qu'ils partent. Oui. Et donc peut-être que en vrai, ça m'a aidé le fait que mon copain actuel il soit toujours avec moi. Parce que donc en fait, j'avais plus d'occasion. Pour moi, c'était impossible qu'il soit là en même temps. Vraiment, c'était impossible, mais inenvisageable quoi. Je préférais manger tout comme lui et bien me garder. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'est plus là, ton copain? Genre, quelles sont les pensées qui viennent dans le cerveau? C'est ce côté où ton copain, imagine, t'es avec lui dans la journée et tout, et là, à un moment donné, il va dire, d'ailleurs, tout à l'heure, il faut que je voie un pote, donc je vais pas être là pendant au moins 3 heures. Ça, j'en ai eu des moments comme ça. Je cours vers le frigo. Voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous, c'est plus dans la prévention de ça. Ça veut dire qu'en fait, je ne veux pas que tu penses que genre quand je ne suis pas là il faut que tu fasses n'importe quoi, carrément. Tu as le droit de faire n'importe quoi en étant avec moi. Et c'est un peu le côté, tu sais, en Allemagne il y a beaucoup moins d'accidents de la route alors que c'est illimité l'autoroute. Là-bas t'as pas de vitesse limite. Il y a moins d'accidents qu'en France alors que tu as une limite. Tu vois pourquoi? Parce que la nature humaine fait que quand tu lui interdis quelque chose, forcément il faut que j'ai du plaisir, et le plaisir ça va dans le fait d'affranchir cette espèce d'interdiction. Et donc si tu attends, ton cerveau, il t'envoie une espèce de décharge de dopamine quand tu dis attends, je sais qu'il va partir là dans 1 heure, et donc pendant 1 heure je serai toute seule. 1 heure devant moi pour. Voilà. Et là, ton cerveau à ce moment-là, si tu mets un truc pour tester le taux de dopamine, il est explosé. Vraiment, il est explosé. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter ces espèces de pensées dans lesquelles tu vas te dire je sais que si jamais il part, donc je serai seul, donc je fais ça. Si jamais tu dis même s'il est avec moi, je me l'autorise, tu n'auras pas une aussi grosse décharge. Et qui dit aussi grosse décharge, dit aussi grosse compulsion. Tu vois, ça veut dire que tu seras toujours dans la maîtrise. Ça veut dire que tu vas te dire plus comme un médicament. Je dois vomir parce qu'il faut que je prenne un médicament. Tu vois, je le fais pas par plaisir, je le fais vraiment parce que je sais que j'ai ma compulsion et pour la calmer, je dois passer par là malheureusement tant que je n'ai pas été pris en charge, etc. etc. Donc tu vois, ça c'est très important à savoir comme conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme conseil aussi aux personnes? Donc, bien sûr, la bienveillance, la communication, c'est très important. Éviter les remarques sur le poids, sur l'assiette, etc. C'est compliqué. Les désabonnements de tout Instagram. Ah, ça c'est très intéressant et ça me permet de faire la grosse transition justement sur l'apport de l'image des réseaux sociaux, effectivement, sur l'aggravation ou alors sur simplement la création d'un TCA chez une personne. Et très clairement, on va parler des femmes parce que c'est principalement elles qui sont touchées par ça. Toi,
quel rôle a joué justement quel rôle ont joué au pluriel, on va dire, les réseaux sociaux justement sur l'ensemble de cette pathologie et toute cette période-là pour toi? Ça a été en très mal, puis après en vachement mieux, parce que du coup je me suis désabonnée à certains comptes et je me suis abonnée à d'autres qui m'ont vraiment aidé pour le coup là-dessus. Alors, si par exemple, je te coupe juste, excuse-moi, au début, les personnes justement qui ne t'ont pas aidé, c'est quoi le type de contenu justement qui ne t'a pas aidé? Le contenu avec des entraînements pour perdre le gras de tel endroit dans ton corps. Ok, donc des choses pas du tout vraies, pas logiques. Qui est impossible en fait. Et perdre le gras de l'entrecuisse. Moi je me disais non, mais c'est bizarre quand même de cibler du gras, mais bon, on sait jamais. Oui, je vais le faire une fois par jour au cas où. Voilà. Des crunchs pour avoir des abdos bien saillants. Bon, ils sont saillants, mais on va essayer de le faire encore un peu plus, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment ce contenu de filles avec des photos tout le temps avec un ventre mais creux en fait, que plat, plus que plat quoi, mais archi creux, ce qui est impossible pour tenir 3 organes dedans quoi. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que tu les suivais parce que forcément tu n'avais pas la connaissance, j'imagine tu ne savais pas forcément est-ce que c'était vrai ou pas, donc toi tu expérimentais ce qu'elle faisait. Mais même en sachant, j'ai continué à les suivre parce que j'aimais quand même trop voir un ventre plat comme ça, je me disais c'est bien, ça va m'inspirer et tout. Comme ça si jamais un jour je prends un peu de ventre, je me dis souviens-toi, cette fille-là, elle est trop forte, elle n'a pas de ventre. Voilà, et parce que je pense que j'ai eu une assez bonne éducation dans le domaine de la muscu et de l'alimentation assez rapidement. Je savais très bien que ne pas manger le soir, parce que manger le soir ça faisait grossir, c'était bullshit, que tu ne pouvais pas cibler une perte de gras, que c'était pas tel aliment qui faisait grossir, c'était le total calorique des... j'avais 2-3 notions, mais malgré pourtant, ça tu y allais quand même parce que voilà. En fait il y avait mes connaissances et il y avait quand même ma pensée qui me disait mais quand même quoi, si elle dit ça et que... Donc puis il y a eu le Covid aussi, j'ai oublié d'en parler, mais le Covid, j'ai fait des heures et des heures de cardio dans ma chambre parce qu'il n'y avait plus la salle. Forcément. Et elles en ont profité là, toutes les influenceuses pour faire challenge Covid, un jour une séance. Et alors moi je prenais toutes les influenceuses et je faisais aussi toutes leurs séances de toute la journée. Donc à la fin j'avais genre 5 séances de 1 heure à faire des jumping jacks. C'était intense. J'espère que tes voisins ils étaient pas... Non ça allait. Effectivement, c'est la période malheureusement qui a débloqué beaucoup de choses aussi, parce que malheureusement, quand t'es enfermé, donc forcément t'es enfermé aussi dans tes problématiques, et c'est là où on a vu l'importance aussi de l'extérieur, c'est l'importance d'avoir un travail, des activités. Exactement. L'ennui, c'est la pire chose pour ça en fait. Exactement. Et certains contenus aussi, et je trouvais pas des contenus qui me parlaient vraiment, par exemple les What I Eat in a Day. J'adore ce concept, il y en a que j'adore regarder parce qu'ils sont vrais, mais les What I Eat in a Day de certaines influenceuses qui sont vraiment dans... Elles ont des portions minuscules, elles ont 1 cuillère de riz, elles sont là, je me suis fait un plat de riz, là, avec mes lipides, elles mettent 2 cacahuètes sur leur... Et en fait, je me disais, mais si c'est ça, manger, si elles ont ce corps et qu'elles mangent si peu, mais moi j'ai un problème, manger autant, c'est qu'il y a un souci. Donc est-ce que je dois réduire mes quantités? Et en même temps, mon estomac, il est tellement grand que je vais toujours avoir la dalle et je déteste avoir faim. J'avais peur d'avoir faim. Bon. Et oui, les contenus nourriture comme ça, ultra sains, ultra non transformés, sans sucre, sans farine, sans lait. Il n'y avait rien dans les recettes. Faire attention effectivement à la dimension privation, parce que comme tu sais tout à l'heure quand on parlait des plaisirs naturels au travers de la nourriture, l'affection, la boisson, etc. Priver ton cerveau de plaisir, de dimension de plaisir, c'est aller à l'encontre de ton instinct de survie. Donc c'est-à-dire que c'est pas naturel pour l'humain. C'est-à-dire si je te dis Oriane, il va falloir faire des choses dans lesquelles tu n'as pas de plaisir, tu ne peux pas les faire correctement. Donc forcément, tu rentres dans le côté pathologique maladif. Donc c'est pour ça que toutes les influenceuses, influenceurs qui vont partir sur des programmes dans lesquels la restriction alimentaire, le régime alimentaire, la chose vraiment contraignante, partez du principe qu'effectivement, déjà, juste en ayant ce principe de base, vous êtes contre-naturel par rapport au corps. Déjà, ça c'est la première chose. Et après, effectivement, aujourd'hui, on va plutôt parler de rééquilibrage alimentaire, par exemple, pour que ça soit un peu plus général et un peu moins contraignant.
Et aujourd'hui, alors tu l'as un petit peu abordé, effectivement, quand on essaye d'aider quelqu'un aujourd'hui pour justement travailler sur sa silhouette ou alors perdre du poids, prendre du poids, peu importe ce qu'il veut, l'idée c'est qu'effectivement on va calculer son métabolisme de base, comme tu le sais, et qu'à partir de ce moment-là, quand on a calculé son métabolisme de base, selon s'il veut prendre du poids, prendre de la masse, perdre de la masse, etc., on va soit créer un déficit, soit au contraire, on va créer un petit surplus. Donc le plus important, c'est pas forcément ce que vous allez manger, effectivement, c'est pas du tout la qualité, on va dire, de chaque produit parce que vous n'avez pas mis de beurre, pas mis de sucre, pas mis d'huile, mais c'est vraiment dans l'ensemble de tout ce que vous allez considérer, finalement, quels sont vos macronutriments, à savoir les lipides, les glucides, les protéines. Donc c'est la base, entre guillemets, de ce qui forge un peu votre alimentation. Et si vous respectez le quota de ce dont votre corps a besoin en fonction de vos activités, en fonction de votre sport, de votre sédentarité aussi, si vous ne faites pas du tout de sport, forcément, vous allez être dans ce côté, vous pouvez perdre du poids ou prendre du poids, mais de façon saine, parce que vous répondez simplement, entre guillemets, aux besoins de votre corps. Là, vous n'êtes pas en train de créer de la contrainte, de la restriction, etc. Après, il y a un domaine, évidemment, quand on est bodybuilder, quand on est professionnel du fitness, c'est notre travail. Ça veut dire que forcément, on est dans une catégorie de personnes qui sont obligées d'avoir un poids. Et donc, elles ne peuvent pas respecter leur corps. C'est pour ça que malheureusement, la plupart des personnes que j'ai suivies en TCA, c'était des personnes, effectivement, qui étaient figures. C'était des personnes qui étaient professionnelles. Parce qu'à un moment donné, elles se sont mis une énorme pression pour atteindre cet objectif-là. Sauf que quand elles obtiennent la récompense, c'est quoi la première pensée ? Genre, tu le vois aujourd'hui, les vidéos, tu sais, des bodybuilders, c'est quoi la première chose qu'ils disent une fois qu'ils ont fini leur concours ? Pour en manger. Ouais, j'ai envie de me déchirer le ventre, j'ai envie de manger tout ce que je veux. Donc, c'est humain. Ça veut dire que cette espèce de retour à la normale du plaisir, elle est absolument ancrée en nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, au lieu... Si on enlève cette catégorie de bodybuilders, parce que eux c'est leur métier, c'est très particulier, on va rentrer dans les gens normaux comme nous, ça veut dire les gens qui ne font pas un sport dans le cadre de leur activité professionnelle. Et bien effectivement, l'idée c'est d'arriver à trouver un équilibre entre le plaisir et le fait de manger correctement. Manger correctement, c'est pas être vegan, carnivore, peu importe, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est simplement de connaître un petit peu la combinaison de vos macronutriments. Ça veut dire quelqu'un qui va manger frites matin, frites midi, frites soir, il faut pas être un génie pour savoir que c'est pas bien, parce que les frites c'est bourré d'huile, etc., etc. Quelqu'un qui mange viande matin, midi, soir, c'est pareil. Donc, peu importe. C'est-à-dire que même avec l'eau, on peut se rendre malade. Tu vois, tu peux faire un coma hydrique parce que justement, tu as bu trop d'eau. Donc, il n'y a aucun aliment sur Terre qui soit sain s'il est consommé de façon exagérée. Donc, moi, mon message, tu sais, quand j'accompagne des personnes sur le développement par rapport à leur corps et notamment le coaching sportif que je faisais autrefois, c'était surtout cette idée que, à tout moment, bien évidemment, vous avez le droit de boire un verre de coca. Vous avez le droit de manger des frites. Vous avez le droit de faire un McDo de temps en temps. Par contre, si vous me dites, vous faites McDo lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là, c'est un problème. Ce qui fait le poison, c'est la dose, quoi. Exactement, c'est ça. Mais il faut vous accorder des plaisirs dans la semaine. C'est-à-dire que quand vous mangez, il faut que dans votre alimentation, alors bien évidemment, il y a aussi ce côté problématique, ce qui fait qu'on est dans une société aujourd'hui où, tu sais, tu as accès à la nourriture facile. Les Uber Eats qui arrivent très rapidement, la bouffe industrialisée, justement, où tu n'as plus de côté fait maison. C'est-à-dire que forcément, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc tous les hormones, les machins, bidules, etc. Carrément. Et donc, on n'encourage pas assez les personnes. Tu sais, dans les TCA, moi, la première chose que je dis aux gens, déjà, il faut apprendre à cuisiner. Carrément. Ça, c'est la base. Si vous ne savez pas cuisiner, ça a tellement été... Ouais. Mais bien sûr, c'est la clé, parce que forcément, tu es dans cette espèce de contrôle de ce que tu manges, et surtout, tu vas te rendre compte que tu peux manger des trucs extrêmement bons et extrêmement sains. Tu vois, moi, j'ai été éduqué comme ça, par ma mère, justement, qui m'a toujours proposé des plats très très bons. Quand on était jeune, dans notre culture à nous, tu sais, forcément, la nourriture, elle est extrêmement importante, il y a beaucoup de goût, beaucoup de saveurs. Ouais. Et quand on a eu la connaissance de nous dire qu'en fait, il faut prendre soin de son corps, etc., mais en fait, on a toujours gardé les bons ingrédients, les bonnes saveurs, mais notre façon de cuisiner a changé. Au lieu de mettre de l'huile comme ça, tu mets de l'huile végétale. Au lieu de faire ça, du sucre blanc, tu mets du miel. Tu sais, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, tu peux respecter ton corps et surtout garder la notion de plaisir. Donc, le message juste par rapport à ça, c'est si jamais vous souhaitez modifier votre corps, peu importe dans quel objectif, que ce soit alimentaire parce que vous souffrez de pathologie, diabète, cholestérol, etc., ou simplement parce que vous êtes sportif, effectivement, la première chose que vous devez vous dire, quand vous allez vous diriger vers un coach sportif, un nutritionniste, il faudra toujours partir du principe que le bon nutritionniste ou le bon coach sportif, ce sera celui qui ne sera pas dans la dimension de radicalité. Ça, c'est très important et c'est celui qui saura vous apporter le plaisir tout en vous gardant justement dans un cadre alimentaire que vous devez bien évidemment respecter. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et alors, ce qui me faisait me sentir mal aussi,
c'est que dans tous ces What I Eat in a Day, dans toutes ces recettes, elles précisaient toutes que le problème, il fallait pas se restreindre, qu'il fallait se faire plaisir. Et alors elles se faisaient plaisir avec des framboises dessus, tu vois. On n'a pas le même plaisir. Voilà, c'est ça. Mais c'est une image, parce que tu te doutes bien que derrière la caméra, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui, moi, mon petit plaisir de la journée, c'est mon carré au chocolat. Chocolat noir, attention, 90%, quoi. Et c'est le soir, elles ont un carré comme ça. Et moi, je me disais, mais je suis pas normale alors si j'ai. Bien sûr. Moi, un carré de chocolat noir comme ça, non. Là, j'ai une bonne barre de chocolat au lait caramel, tu vois. Et donc, je me disais, mais le plaisir de ces filles qui sont trop bien gaulées, c'est pas les mêmes plaisirs que moi. Donc, tu n'es pas normale. Donc, je suis pas normale. Donc, il y a un problème, quoi. C'est fou, hein. C'est vraiment l'image, de toute façon, aujourd'hui des réseaux sociaux, parce qu'on est dans une. Alors, bien sûr, tu le sais très très bien, et on mettra ton. Je sais pas si tu permettras qu'on mette ton Instagram en dessous, si jamais. Voilà. Allez me suivre. Carrément. Vous pourrez aller la suivre, et justement, vous allez voir un petit peu Oriane, tout ce qu'elle dit, parce que forcément, là, vous la voyez pas très très bien, hein, mais elle est très musclée, elle fait beaucoup de sport, etc. Donc, c'est un modèle aussi que vous pourrez suivre, bien évidemment. Mais plus que ça, c'est l'idée qu'effectivement, aujourd'hui, sur Instagram, forcément, alors pas que sur Insta, peu importe le réseau social, on est vraiment dans une démarche de consommation très rapide des images. Tu sais, le cerveau, il est extrêmement visuel. Vraiment très 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 visuel, et généralement ce qui est malheureux, et d'ailleurs je suis tombé sur une vidéo qui était très intéressante il n'y a pas très longtemps. C'était un youtubeur, en fait un influenceur, qui a mis un début de vidéo genre avec des images qui vont très très vite, et il a dit je suis déçu que tu sois resté genre dans ma vidéo parce que justement c'est ça que je t'ai montré au départ. Il a dit mais malheureusement j'ai pas le choix. Ça veut dire que c'était ultra bien fait. En gros il disait aujourd'hui effectivement pour capter l'attention des gens, il faut que très vite nous leur donnions des images qui plaisent. Donc généralement des filles voilà pas très habillées avec des corps incroyables, etc. Et c'est très souvent comme ça, hein. Quand tu vas voir tu vas très très vite. Maintenant est-ce que c'est un problème ou pas? En soi c'est pas un problème, ça on s'en fiche, c'est pas la question. La question c'est ce qui va derrière. Ça veut dire que pour obtenir ce corps, c'est un peu ce que tu disais, comment faire aujourd'hui pour sélectionner finalement la personne que tu peux suivre? Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui, par exemple, vont te suivre toi, par exemple, Oriane? Genre, qu'est-ce qui fait que toi, quand on va te regarder, quand on va te suivre sur les réseaux sociaux, etc., qu'est-ce qui fait que finalement, tu ne vas pas dire des bêtises par rapport à une autre influenceuse qui a des millions de followers, etc., etc. Comment choisir finalement la bonne... Alors, je te mets pas la pression pour donner la bonne réponse, mais toi, par exemple, en tant que cliente d'Instagram, consommatrice, comment tu choisis aujourd'hui finalement la bonne personne? Le physique. Mais pour de vrai, et je sais que c'est pas... Le niveau de compétence n'a rien à voir avec le physique, et je le sais, je suis sur Instagram 2-3 coachs qui n'ont pas un physique extraordinaire et qui sont géniales, mais en général, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, quoi. Ça, exactement. Donc c'est un peu le fameux débat de est-ce qu'un coach sportif doit forcément être bien foutu, tu vois? Et en vrai, je suis mitigée, tu vois, parce que je me dis, si t'as de si bons conseils, applique-les sur toi avant. Exactement, c'est le côté crédibilité, parce que c'est vrai, malheureusement, notre nature va nous dire que, tu sais, c'est comme le médecin qui, avec sa cigarette, il dit non, mais vous devez arrêter de fumer. Ouais, exactement. C'est particulier, enfin, tu sais, dans notre cerveau, il y a un gros conflit, tu vois, il y a une espèce de dissonance cognitive, hein, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, mais ça fait pas écho à notre vérité, c'est bizarre. Donc aujourd'hui, effectivement, forcément, pour moi, si tu veux, si je donne mon avis là-dessus, on doit choisir un coach en fonction de son corps. Ça veut dire que c'est très important. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est un critère. Et la question, la question, c'est, il faut pas la poser dans ce sens-là. C'est plutôt aujourd'hui, si tu es coach, à quel moment tu décides de t'exposer? Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui décide d'être coach, il doit respecter ce critère-là. Oui, tout simplement. Et on en voit des coachs même qu'on connaît de la salle. Et je me dis, mais à leur place, jamais j'oserais m'afficher comme ça. Et pourtant, après, je sais pas si, genre dans les salles Basic Fit, par exemple, je sais pas si c'est des coachs, parce que c'est pas tous des coachs. Tu sais, t'as des agents d'accueil et t'as des coachs. Ils font partie tous de la même Ah oui, non, moi je parlais de certains qui se lancent dans le coaching en ligne tu parles de et ça, qui sont à la salle. Ah oui, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais je veux dire... faut avoir confiance. C'est toujours particulier parce que pour moi, le problème ne vient pas forcément de nous, les consommateurs, parce que nous, on a le droit de choisir un produit en fonction de ce qu'on voit. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand tu choisis une voiture, tu vas pas me forcer à prendre une voiture jaune si je veux rouge. Même si elle est super écolo. Exactement, c'est mon choix. Les goûts, c'est notre choix. C'est comme notre liberté, notre libre arbitre, il faut le garder. Maintenant,
le fait de dire je refuse cette coach fille parce que elle n'a pas le corps qu'il faut, ou je refuse ce mec coach parce qu'il n'a pas le corps qu'il faut, mais c'est mon choix aussi. Et pour moi, le problème ne vient pas de moi, le problème vient de cette personne-là qui décide volontairement de s'exposer dans un métier où forcément c'est le métier du corps en n'ayant pas le corps qu'il faut. C'est vrai que c'est un métier qui est particulier aussi. On te juge que sur ce que tu ressens. Enfin, on va dire, entre guillemets, ton objectif, c'est le culte du corps. Ton objectif, c'est de sculpter le corps pour atteindre un objectif. Donc, voilà, moi j'ai un coach en face de moi qui est vraiment gros, qui est très gras, qui n'est pas du tout fit, etc. Et qui me dit ouais mais Anis, tu devrais quand même faire plus de séances comme ça, tu devrais plus travailler les bras, je vois que là t'es pas du tout harmonieux. C'est compliqué. Même si c'est un mec qui est docteur en sport, mais tout ce que tu veux, mais visuellement parlant, c'est pas possible. C'est dur à prendre en compte. C'est ça. C'est pour ça que le message là que j'ai envie de faire passer un petit peu aux personnes justement qui veulent se lancer dans le coaching. Donc, alors bien sûr, je ne critique pas le côté où qui peut devenir coach aujourd'hui. Parce que tu sais, le coach sportif, c'est un métier, hein. C'est un vrai diplôme. C'est un métier quand t'es diplômé. Exactement, exactement. Tu sais, moi j'ai fait l'erreur d'une certaine façon de passer le BPGEPS, du coup le truc, parce que c'est ce que je voulais de base. Ah, tu l'as passé? Ouais, j'ai passé le métier de la forme parce que c'est ce que je voulais faire avant. Sauf qu'à un moment donné, j'ai très vite compris qu'effectivement, on n'est pas dans l'accompagnement de quelqu'un dans une transformation, on est dans l'accompagnement de quelqu'un pour une prescription d'abonnement. Tu vois, dans le côté et moi c'était au tout début, c'était en 2019, hein, je te parle de ça, donc c'était avant que la salle explose comme ça et tout, mais c'était vraiment, je me rappelle très très bien les premiers exemples, c'est quelqu'un qui rentre dans la salle de sport, je lui dis bah voilà, j'en sais une fille qui a un très beau corps, qui est très bien foutue, je dis bah voilà, comment je peux t'aider et tout, elle me dit bah j'aimerais bien maintenir mon poids de forme, j'aimerais bien un truc et tout, je dis bah écoute voilà, t'as pas besoin de grand chose, en vrai tu fais juste ça, tu peux prendre un abonnement de 2 mois, 3 mois ça va te suffire, etc. Et du coup, t'as le patron à côté qui te dit mais Anis, t'as fait quoi là? Je dis bah je sais pas, je lui propose alors c'était soit en salle, soit en ligne, hein, généralement c'était surtout en ligne, et du coup je reçois un message, il me dit bah oui mais la fille là qu'on a reçue l'autre fois, j'ai vu son dossier, pourquoi elle a pris un abonnement de 2 mois et pas de 1 an? Je dis bah parce qu'elle avait pas besoin, enfin je veux dire, non c'était pas un abonnement de la salle, c'était un abonnement de coaching. Donc, je dis bah parce qu'elle avait pas besoin, enfin je veux dire, t'as vu comment elle est, enfin je veux dire c'est une sportive, elle avait juste besoin de quelques conseils sur comment faire quelques mouvements, je lui ai apporté ça, c'est tout. Il me dit, ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que. On veut du long terme. Donc, tu vois, il y a cette espèce de démarche commerciale qui m'a vraiment perturbé. Après, bon, la passion du cerveau est venue un petit peu après, donc je me suis lancé en psycho et en médecine. Mais avant ça, ben, tu vois, l'image du sportif, c'était. Forcément, voilà, moi j'ai passé une vraie formation, un vrai diplôme, et aujourd'hui, les coachs sportifs qui se lancent dans le coaching, en fait, je dis pas forcément qu'il ne faut pas le faire. Parce que moi, je pars du principe que toi, par exemple, Lauriane, tu n'as pas de formation, tu n'as pas de diplôme, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner de très bons conseils. C'est pas la question. Oui, bien sûr. Mais il y a une différence entre donner de très bons conseils et, par exemple, quand tu donnes ton conseil à quelqu'un en lui disant, bah écoute, il faut que tu fasses comme je te dis moi, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, etc., etc. C'est différent de dire à ta copine, par exemple, qui te dit, bah Lauriane, est-ce que tu pourrais me coacher? Bah écoute, moi, je suis pas coach, mais par contre, je peux te faire effectivement un programme, parce que voilà, j'ai des connaissances que j'ai acquis au travers de la pratique, parce qu'un coach sportif, c'est quelqu'un qui a de la pratique, plus le savoir de la théorie. C'est ce qui vous différencie. Toi, tu as plus de pratique qu'un coach sportif. Ah bah oui. Mais tu as moins de théorie que lui. Carrément. C'est ça. Sauf que qu'est-ce qui fonctionne dans la vraie vie? C'est pas la théorie. C'est pas le fait de savoir que le deltoïde, il est derrière, le machin, le scapula. C'est pas ça qui change le truc. Alors bien sûr, c'est important pour connaître les mouvements, etc., etc. Mais tu es parfaitement capable de donner des conseils à condition que tu as ta position de « je suis ton ami, je te donne des conseils en tant qu'ami ». Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les personnes qui vont te donner des conseils en n'étant pas coach et en se donnant ce statut de plus que coach. Ouais. Tu vois? Non, mais les coachs, ça sert à rien de les écouter, les machins. Non. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la muscu. Hein. Donc je peux te dire que moi, les conseils que je vais te donner, le programme que je vais te proposer à 600 € par semaine, à 1000 € par mois, il est vraiment efficace parce qu'il a fonctionné sur moi. Ouais, ça marche. Ça, c'est un problème. Tu vois. Bah oui. Voilà, sur ça, toi, c'est cool, mais exactement. Sur les autres, c'est pour ça que vous avez le droit d'accompagner les gens, vous avez le droit de coacher les gens, etc. Mais à condition que vous restiez dans votre domaine de compétences. Tu peux faire un programme en partant de tes connaissances, mais par contre, si la personne veut un suivi d'un vrai coach avec tout le machin et tout, ben, il faut qu'elle aille voir un coach sportif. Ouais. Et puis les réseaux sociaux, c'est marrant parce que ça a développé ce métier sans besoin de compétences. Exactement. Alors que personne s'improvise médecin dans son cabinet comme ça. Personne s'improvise ingénieur. Exactement. Et pourtant, coach, c'est possible quoi. Parce que ça fait partie, tu sais, c'est comme les coachs de vie, les thérapeutes, etc. Voilà, ça fait partie des métiers qui ne sont pas... on va dire, suivi, cadré par des lois précises. Et quand tu n'as pas de loi derrière, forcément, aujourd'hui, tu as le droit de dire que tu es coach sportif. Hein. C'est pas interdit par la loi de dire que tu es coach sportif.
Sauf que, par exemple, tu n'as pas le droit d'être employé dans une entreprise, justement, si tu n'as pas ta carte professionnelle d'éducateur. Tu vois ? C'est-à-dire que sur Instagram, par exemple, tu peux parfaitement mettre coach sportif. Avec un gros tarif. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Coach pour moi, il fallait être coach diplômé d'État. Non, diplômé d'État, c'est juste dans le cas où tu es employé par une entreprise qui est agréée par l'État. Parce que, pareil, moi, aujourd'hui, je crée une salle de sport. Genre, à Nice, crée une salle de sport. Je te dis, Oriane, viens, tu t'occupes un peu des filles, tu leur fais des programmes et tout. Il n'y a aucun problème. Ah ouais, par contre, si je suis dans une salle agrémentée vraiment avec tout ce qu'il faut, etc., et que je recrute quelqu'un dont le poste est coach sportif, bah forcément, il faut la carte obligatoire. Donc, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, la facilité d'accès à ce genre de pratique, c'est comme les thérapeutes de tout nom, etc. C'est la même chose. Ouais. Ça veut dire qu'effectivement, moi, je ne suis pas contre le fait de, peu importe l'appellation, d'aider les autres. Quand tu peux faire du bien aux gens, même si je suis médecin, psychologue, tout ce que tu veux, je n'ai jamais dit de ma vie à quelqu'un « Non, il faut surtout éviter genre de faire les thérapies alternatives. » Non, parce que les thérapies alternatives, pour certaines personnes, font beaucoup plus de bien que les thérapies normales, traditionnelles. Donc, si ça peut te faire du bien, il faut le faire. Maintenant, entre un thérapeute bien-être et un autre, tu vas en avoir un qui va respecter certaines règles, l'éthique, la déontologie, et il y en a d'autres qui ne vont pas respecter. Mais pour moi, les coachs, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as plusieurs coachs, mais pour moi, ce qui te distingue, c'est pas forcément ta formation, c'est pas ton diplôme. Il ne faut pas chercher une indicateur heures. Clairement, pour moi, un BPGF, c'est pas du tout la personne qui va forcément. C'est même pas forcément mise à jour. Exactement, c'est ça. Alors, c'est à essayer d'être mise à jour, mais c'est pas ça qui suffit. C'est-à-dire que entre deux BPGFs, tu vas avoir celui qui est passionné par le sport et donc il va développer des vraies compétences et tout, et tu as le mec qui fait son BPGF parce qu'il veut un métier. Il veut un métier simplement, il veut le métier de coach sportif parce que c'est facile, je suis dans une salle de sport, c'est cool. Donc, soyez intelligents. Moi, c'est ça mon message. C'est vraiment, peu importe le service que vous demandez, le plus important, c'est pas toujours le diplôme. Le diplôme vous apporte une garantie, c'est sûr. En fait, c'est un outil, mais faites preuve d'intelligence en parlant à la personne. Communiquez avec elle, demandez-lui d'où viennent ses compétences, etc., etc. Et c'est ça, pour moi, le socle qui doit créer une relation professionnelle entre un client, un thérapeute. Merci encore beaucoup, Oriane. Et puis, on se retrouve pour la prochaine émission pour les autres.